Évidemment, vous le savez, hein, toutes les classes d'actifs, tous les actifs financiers souffrent avec cette crise sanitaire et cette pandémie de Covid-19. Mais il y a un segment qui trinque peut-être encore plus que les autres, encore plus sévèrement, c'est celui du marché de la dette d'entreprise cotée, notamment pour les boîtes les plus, on va dire, fragiles, bancales financièrement. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, merci d'être là avec nous, économiste et président du cabinet PrimeView. Il faut en parler de ça, hein. Je ne sais pas, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup, mais il y a des signes de stress majeurs sur ce marché du crédit, notamment sur ce qu'on appelle le high yield, les obligations haut rendement, avec des boîtes derrière qui sont très endettées, plus fragiles financièrement. Il y a un vrai sujet là. Alors oui, tout à fait. Alors malheureusement, en fait, l'accident qu'on vit aujourd'hui arrive au pire des moments pour ce segment de marché. Alors rappelons ce que c'est tout de même, hein. C'est que vous savez, les entreprises peuvent se financer de plusieurs manières. Soit en émettant des actions, hein, c'est des fonds propres que vous n'avez pas remboursés, hein, c'est des actionnaires, en gros qui donnent de l'argent et qui vont miser en fait sur les actions pour faire des plus-values et gagner en fait soit des dividendes, soit en revendant l'action gagner des plus-values. L'autre manière de se financer, notamment aux États-Unis en particulier, c'est de lever de la dette. En gros, le particulier joue le rôle de la banque, à savoir elle lui prête de l'argent et contre quoi les entreprises en fait vont les rémunérer pour accepter en fait de leur prêter de l'argent. Alors ça c'est juste le fonctionnement des obligations d'entreprises classiques. Alors là, vous parlez d'un segment de marché malheureusement qui est celui le plus à risque. Ouais. Et dans un monde dans lequel, rappelons-nous tout de même en fait 3 mois auparavant, dans un monde dans lequel le rendement avait disparu, hein, les gens étaient prêts à prendre plus de risques pour aller chercher une petite prime, à savoir un rendement supérieur à 0%. Voilà. Ils étaient prêts à accepter 4, 3, 4, 5% de rendement pour des boîtes qui avaient moins de chances de rembourser. Exactement, sauf malheureusement, hein, vous savez, cette faiblesse, l'affaissement des taux qui a duré pendant une dizaine d'années de manière extraordinaire a fait que normalement ces entreprises qui avaient l'habitude de se financer à hauteur de 6, 7, 8% de plus que les obligations d'État classiques, donc, et c'était logique puisque les investisseurs qui leur prêtaient de l'argent, eh bien, il y avait un risque de défaut supplémentaire. Ouais. Donc, au regard du risque que prenaient les investisseurs, il était légitime d'avoir en fait une prime associée, en fait, une rémunération supplémentaire associée à cette prise de risque. Sauf que vu qu'il n'y avait plus rien à acheter, eh bien, les rendements en fait de ces boîtes, la prime qu'exigeaient les investisseurs a fini par s'effondrer pour atteindre à peu près 350 points de base. Voilà. Donc un niveau qui ne colle pas avec le risque qu'un jour ces boîtes fassent défaut. Parce que c'est ce que nous dit S&P. S&P, l'agence de notation, nous dit en gros, le taux de défaut de ces boîtes-là va tripler. On va passer de 3%, alors je ne sais pas s'il parle des boîtes américaines ou européennes ou mondiales, de 3% de défaut à 10% de défaut. C'est pas rien. Mais c'est pas rien, et même dire qu'il va tripler, c'est quand même, c'est presque fort de café à ce stade, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'on assiste tout de même à un arrêt brutal d'une partie substantielle de l'ensemble des économies des pays riches au même moment. Donc on peut même imaginer qu'en fait les taux de défaut augmentent de manière encore supérieure. Ça veut dire quoi un taux de défaut? C'est-à-dire que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et cette fois en fait les gens vont pas vous rembourser. Et donc là vous comprenez l'absurdité en fait du point de départ, à savoir que les investisseurs ont été beaucoup trop complaisants avec ces entreprises qui, en réalité, étaient des entreprises dont la signature n'était pas de très grosse qualité, donc n'ont pas été suffisamment exigeants au préalable. Deux, beaucoup d'investisseurs se sont rués sur cette classe d'actifs parce qu'il y avait quand même une petite prime au départ, et malheureusement, ça arrive toujours au plus mauvais des moments, le coronavirus, la crise sanitaire, l'arrêt de l'activité, donc la dégradation de la conjoncture, tout de suite va révéler les risques que comportent en fait toutes ces entreprises, toutes ces signatures en fait dégradées. Et aujourd'hui en fait on est probablement à la veille de la multiplication de faillites ou de risques de faillite donc de ces entreprises-là, et qui vont faire que en dépit que finalement la rémunération qui était de 3,5 ou 4% de plus que les obligations souveraines vous rapportera pas 3,5 ou 4% de plus, mais plus rien du tout, parce que vous êtes en situation de faillite. Et c'est ce que vous disent le marché en fait des obligations souveraines, puisque tout à l'heure on évoquait le fait que ce segment de marché se payait ou acceptait, enfin les investisseurs acceptaient d'y aller pour 3,5% de plus que ce que payait l'État, les obligations souveraines. Aujourd'hui, on a dépassé les 1000 points. Et donc aujourd'hui, on est au-delà de 1000 points. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave, juste Pierre, dans cette affaire? C'est pour les investisseurs qui se retrouvent à vouloir sortir avec des moins-values, voire même coller, puisqu'apparemment il y a un problème de liquidité sur ce marché du segment yield, ou pour les boîtes qui auront besoin de se refinancer et à qui le marché est fermé ou à des conditions totalement prohibitives? Alors l'un précède l'autre, à savoir que concrètement, malheureusement, on va dire c'est l'entreprise d'abord. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire des spreads de taux en fait ou une rémunération qui passe de 3,5% à 11%?
Ça veut dire concrètement, effectivement, que les entreprises qui étaient déjà en difficulté, qui étaient déjà en fait pas les meilleures de la place, ben, globalement, le marché du crédit leur est interdit. Or, elles étaient déjà en difficulté, donc ça va faire quoi? Ça va faire accélérer le processus de cessation de paiement et probablement derrière de faillite que globalement, en fait, le marché, qui n'aurait pas été provoqué si on n'avait pas eu ce choc avec l'augmentation et le fait que le marché du crédit se refermait pour ces entreprises-là. Donc la première conséquence de cela, c'est que les entreprises les plus fragiles, qui avaient émis beaucoup de dettes à des conditions très avantageuses avant, sont en situation aujourd'hui où la dégradation de la conjoncture les amène à être en situation potentielle de cessation de paiement. La seule manière de passer en fait cet infarctus économique, c'est de relever de l'argent sous forme de dette. Or, le marché lui est fermé. Et donc, dans ces cas-là, malheureusement, l'entreprise a la plupart du temps pas d'autre choix que de faire faillite. Et là, bien entendu, celui qui possédait l'obligation avant ne trouvera aucune contrepartie. Aucune contrepartie. Et donc, il y est allé en imaginant savoir ce qu'il y mettait en termes de capital contre une rémunération qu'il estimait suffisante, 4% globalement en fait sur une période de temps conséquente. Eh bien, en réalité, il aura entre guillemets tout perdu. Donc, en fait, le mécanisme, il est là. Et donc, le vrai sujet, c'est est-ce que la Banque centrale américaine et européenne seront en capacité d'éviter ces situations de cessation de paiement, de faillite en cascade, parce que malheureusement, c'est toujours pareil, hein, c'est comme un séisme, mais ça pourrait être l'épicentre d'une contagion. Mais c'est ça ma question, c'est pour l'instant, si ça reste circonscrit, confiné au segment du marché de la dette risquée, c'est une chose. Si après, il y a des dégradations en série des agences de notation et que derrière, ça se propage aux obligations mieux notées, là, on a un sujet. Hein. Oui. Bien plus grave, il y a d'autant plus un sujet que là, on évoquait le segment des high yield, c'est-à-dire que les entreprises qui, objectivement, étaient déjà les plus fragiles. Donc là, en même temps, on va dire, les gens étaient prêts, je dirais, enfin, prenaient le risque qu'ils prenaient. Voilà. Mais après, vous savez, il y a une autre catégorie, effectivement, de classe obligataire qui s'appelle les obligations investment grade, c'est-à-dire celles que les agences de notation notent mieux, à savoir pour lesquelles les agences de notation estiment qu'il y a peu de chances que ces boîtes-là fassent défaut. Or, malheureusement, il y a du bon et du mauvais dans cette classe investment grade. Et l'essentiel des émissions des obligations, en gros l'essentiel de l'argent qui a été levé par les entreprises sur le segment obligataire jusqu'à encore le mois de janvier, était essentiellement concentré, plus de la moitié aux États-Unis, sur ce qu'on appelle la catégorie triple B, à savoir celle, la note juste avant d'être dégradée en catégorie spéculative high yield, c'est-à-dire obligations risquées. Surtout aux États-Unis ou aussi en Europe? C'est surtout aux États-Unis le marché obligataire. Alors, on va y passer juste une seconde, mais c'est surtout aux États-Unis en fait ce mécanisme-là. Et donc, bien entendu, ce que vous évoquez sur le segment du high yield, on a déjà contagion sur le triple B, dont les spreads de taux ont énormément monté. Et le pire du pire, ça serait qu'au plus mauvais des moments, à savoir maintenant, les agences de notation, de manière objective d'ailleurs, dégradent la note des entreprises qui ont émises, qui étaient triple B, et les passent en catégorie spéculative. Donc là, c'est vraiment le cercle vicieux, parce que réglementairement parlant, il y a beaucoup d'investisseurs qui autant ont le droit d'acheter des obligations d'entreprises notées triple B, à savoir investment grade dans la catégorie la moins bien notée, tout liquider et qui si devront ça passe. sortir, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller acheter. Mais est-ce qu'ils peuvent sortir? Parce que pour le coup, apparemment, il y a un problème de liquidité sur ce marché du haut rendement. Non, effectivement, c'est ce qui est le plus terrible. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a deux sujets qui font un marché financier fonctionne. La transparence, qui est globalement assurée, et la liquidité, à savoir pouvoir acheter quand on veut acheter, mais aussi vendre quand on veut vendre. Et la problématique aujourd'hui, c'est que sur ce marché-là, effectivement, vous constatez le couteau qui tombe, vous auriez envie de le céder, mais vous ne pouvez pas le faire parce qu'effectivement, il n'y a personne en face qui veut bien vous l'acheter. Un marché obligataire, Pierre, un marché obligataire qui craque par son morceau le plus risqué, donc le haut rendement, le high yield, et par contamination, par contagion qui se transmet donc à des titres qui sont tangents et qui peuvent tomber de la catégorie investment grade en catégorie spéculative. Là, pour le coup, on bascule dans quelque chose d'absolument atroce. On imagine que les banques centrales, pour le coup, elles ont bien identifié le problème. La Fed, elle peut acheter ce qu'elle veut, mais elle ne va pas acheter du high yield non plus, pour l'instant. Peut-être qu'il faudrait qu'elle s'y résout. Alors, en fait, la réalité, c'est que vous avez tout à fait compris le sujet. Le sujet, c'est l'effet domino sous-jacent. Ouais. Effectivement, ça craque par là où ça doit craquer, sauf que ça craque dans de telles proportions et en fait, les volumes levés ont été tellement importants au préalable de la dégradation de la crise, l'arrêt brutal de l'économie, qui fait que il y a une potentielle contagion. Alors, la problématique, c'est que si effectivement, il y a contagion sur le reste des entreprises qui, je dirais, en temps normal, au regard de conditions de financement normales, n'auraient pas fait faillite, se mettent à faire faillite à cause de cela.
Et donc là, on est vraiment dans le cercle vicieux où tout ça amène Pierre, des faillites en de vous à cascade. moi, Oui. on y va tout droit ou pas là? Probablement pas, parce que à la différence des crises passées, il y a quand même un élément qui a changé, c'est celui en fait de la réactivité des autorités. Globalement, c'est open bar surtout, et ça a été très vite open bar, en gros de la part des banques centrales. Elles sont, comme vous l'évoquez, conscientes des risques, donc elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir essayer en fait de les limiter. Maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce que les effets d'entraînement sont tels que ça dépassera en fait leurs moyens? Donc globalement, le sujet n'est pas quoi. Les banques centrales font ce qu'il faut pour éviter les effets dominos que j'évoquais jusque-là, et qui amèneraient nécessairement que cet risque sur les actifs remonterait, et ces faillites en cascade remonteraient forcément aussi un risque bancaire qui lui-même entraînerait à nouveau une crise économique et une forme de dépression type années 30. Donc là, les autorités ont tout à fait conscience du fait qu'il faille briser l'effet domino au niveau des cessations de paiement. Il faut empêcher les entreprises de faire faillite pour des raisons de financement, de trésorerie. C'est pour ça que les banques centrales l'ont bien compris, elles font tout ce qu'il faut pour l'éviter. Après, là où on n'a pas idée de leur capacité en fait à réussir, c'est que les montants et les volumes d'argent sont tels que est-ce que les banques centrales seront en capacité de se mettre en face de tout le monde? C'est ça la véritable question. Donc les autorités ont conscience de l'effet domino et de là où il faut le briser pour éviter de tomber en dépression. Elles font ce qu'elles peuvent pour éviter en fait cet effet-là. Maintenant la question c'est y arriveront-elles au regard en fait des volumes en jeu? Et malheureusement encore une fois, ça tombe au plus mauvais des moments. À savoir quand tout le monde avait baissé la garde, quand des tombereaux d'argent avaient été justement s'investir dans des actifs très risqués qui semblaient un peu plus rémunérateurs que du moins risqués. Et voilà, et donc au moment où tout le monde parlait d'euphorie et de bull market structurel, séculaire, le monde avait changé au mois de janvier. Malheureusement, tout le monde ayant baissé la garde, eh bien en fait on peut être en plein fouet, je dirais, ce retournement conjoncturel, lié bien sûr à un choc exogène, mais qui arrive au plus mauvais des moments. Voilà, on voulait vous parler de cet effet domino qui fait peur quand même sur le marché du crédit. Merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.